Donc, voilà, je vais parler un peu de prise de décision, mais dans le contexte de la semaine, de la réalisation de la semaine, de microcycle, et essayer de connecter ça à la dimension physique de l'entraînement. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant pour parler aujourd'hui. Euh, et donc, je commence juste. Pourquoi ça ne marche pas? Euh, ok, c'est bon. J'espère que vous allez voir ça. Ok, c'est bon. Donc, je commence juste avec certaines questions. Je ne vais pas répondre à ça maintenant. Je veux juste vous. Qu'est-ce qu'on veut de l'entraînement, en fait, en tant que coach? Est-ce qu'on veut faire des questions aux joueurs? Est-ce qu'on veut donner la réponse aux joueurs? Est-ce qu'on va avoir des réponses par le joueur? Est-ce qu'il y a une réponse par chaque situation? Combien de réponses on peut avoir? Est-ce qu'on doit faire attention au procès? Ça veut dire comment faire l'exercice pour arriver au but? Ou on doit être seulement concentré sur l'objectif? Ou les deux? C'est quelque chose juste pour faire réfléchir. Euh, donc, prise de décision. Je vais vous parler juste d'une première temps d'une façon plus théorique, mais qui s'adapte à ma pratique. Donc, c'est ma façon de voir les choses. C'est pour ça que je présente ça. C'est aussi basé dans certaines choses que je vois pendant le temps. Et après, je vais vous donner bien sûr des exemples pratiques à la fin euh, de tout ça. Donc, c'est quoi la prise de décision? Juste pour contextualiser, bonne décision à un moment précis. Donc, on sait que le futsal, c'est complexe et dynamique. Les joueurs plus créatifs, ce sont les joueurs qu'on sait qu'ils ont un niveau de perception d'information élevé. Les joueurs plus rapides à dribbler ne sont pas forcément les meilleurs dribbleurs. Ça ne va pas dire qu'un joueur, ça va dire qu'un joueur qui a moins de temps, qui fait un dribble, qui est plus rapide en fait à faire un dribble, ça ne va pas dire qu'il est le meilleur dribbleur. Pourquoi? Parce qu'il a toujours cette conséquence de dribble et la prise de décision et la capacité de perception du joueur. Donc, il a toujours des contraintes spatiales et temporelles dans un match. Le joueur, il doit faire attention pas seulement à son adversaire direct, mais à tous les adversaires, au ballon, au but. Et c'est ça qui va créer des occasions de but. Les attaquants et défenseurs, euh, ils sont couplés entre eux. Ils forment cette relation d'espace qui sont formés par les angles entre eux, la distance au but, la distance entre eux. Et donc, c'est important, c'est un moment important de joueur qui a le ballon de comprendre l'action du défenseur. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut des joueurs qui sont capables comment on dit, d'être original, mais surtout qui sont capables de produire des actions appropriées, donc qui sont utiles à l'équipe. C'est pas juste le faire, c'est quelle est la conséquence de l'action. Donc, sur mon point de vue, les joueurs au niveau technique et même tactique, ils n'ont pas l'expérience, on peut dire comme ça. Ils se focalisent surtout sur leur propre performance. Ils ne sont pas capables d'analyser toutes les autres variables qui sont dans un match. Donc, pour moi, j'ai dit pour moi, il y a, je caractérise le joueur en fonction de sa perception. J'ai dit toujours ça aux joueurs. Pour moi, un joueur qui a une perception réduite, c'est qu'il est capable d'aller dans une situation en contre un. S'il est capable d'analyser, d'aller dans ce type de situation, il est capable d'analyser l'équipe adversaire. S'il a couverture, s'il a une notion de terrain et espace qu'il a encore jusqu'au but, euh, peut-être sûrement qu'il a un bon niveau déjà de perception parce qu'il se concentre sur d'autres facteurs aussi. Et s'il a un très bon niveau de perception, bah, il se focalise sûrement dans son défenseur, dans l'adversaire, de toute l'équipe adverse, euh, et sur son équipe aussi. C'est pour ça qu'après, il est capable de produire des mouvements
l'attaque organisée, par exemple, des actions préparées, organisées, sont plus faciles d'avoir avec ce type de joueurs. Juste pour contextualiser encore un peu, il a le joueur il interagit d'une façon intentionnelle ou pas avec les autres. Il a des actions qui viennent du sous-conscient. Et les instabilités qui existent entre le défenseur et l'attaquant, existent. Et il a cette symétrie entre le défenseur qui cherche cette stabilité. Et le but de l'attaquant, c'est augmenter sa vitesse, parce que c'est important, la vitesse. Ce n'est pas décisif, mais c'est important. Et dès qu'il a cette augmentation de vitesse par rapport au défenseur, cette symétrie, elle va laisser d'exister. Donc, toujours, il a une analyse de situation avec la perception du joueur. Il y a une action après la prise de décision, mais le temps entre l'analyse et la prise de décision, on sait que le temps il est conditionné. Il n'arrive même pas la plupart du temps à 2 secondes, donc il faut décider vite. Il a toujours, le défenseur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être en synchronisation avec son adversaire et son équipe. Et les attaquants, c'est l'opposé. Il ne faut pas oublier non plus que cette perception et cette action conséquente, et c'est un procès, c'est comme un cercle, parce que une perception va conditionner une action et cette action va conditionner notre perception. Et donc tout ça, c'est pour ça que le jeu de futsal est très complexe. Qu'est-ce que je vous montre maintenant? 3 types de réponses que les joueurs peuvent donner, et qui c'est basé dans un modèle que j'ai vu déjà, ça fait quelques temps, mais qui est utilisé et qui a montré qui marche, que ça marche. C'est pas juste utilisé, c'est que ce sont des études qui ont été effectuées et qui sont crédibles. Le joueur, il a trois situations. Quand on a une situation de prise de décision, euh, le joueur, la première situation, c'est que le joueur, cette situation est typique pour le joueur. Et donc, il donne une réponse immédiate. C'est facile pour lui parce qu'il a déjà eu cette situation avant et il a gardé sûrement dans sa mémoire à long terme. La situation numéro 2, c'est que le joueur, il ne reconnaît pas cette situation comme typique. Il a besoin de temps pour donner une réponse. Et la troisième situation, c'est que la décision est typique, mais le joueur il cherche encore une autre solution pour donner une nouvelle réponse. Une réponse différente. Voilà. Donc, juste pour contextualiser un peu, cette capacité cognitive, alors, c'est ces trois situations et sûrement liées aux expériences du joueur au niveau des équipes et surtout du club parcouru par le joueur. C'est pour ça que c'est important. Le haut niveau, il nous donne ça, il nous donne plus d'informations parce que le match, il a un peu plus de complexité dans le jeu parce que les équipes sont mieux préparées. Le jeu il est un peu plus complexe. Et donc, c'est important tout ça. Et nous, au niveau de notre façon d'entraîner, est-ce que les exercices d'entraînement, ils doivent être toujours adaptés à un certain objectif? Importance de l'adversaire, l'analyse de l'adversaire, comme Alberto a parlé l'autre jour. Moi, personnellement, je donne beaucoup d'importance à une analyse qualitative. Et cette précision, bien sûr, qu'on entraîne pendant la semaine, ça peut être conditionné par l'adversaire qu'on a le week-end. Moi, je préfère faire une analyse qualitative, comme j'ai en train de parler. Déjà, je n'ai pas la possibilité d'avoir des systèmes quantitatifs d'analyse. Chaque fois, j'essaie aussi de parler avec le club où je suis. Normalement, le club dit toujours oui au début de saison, mais après, c'est compliqué. Donc, moi, je suis habitué à faire une analyse qualitative parce que ça me donne aussi, ça prend en compte le contexte du jeu, pas justement le numéro. Donc, et finalement, décision du joueur. Donc, c'est important que le joueur il comprenne le principe du jeu.
et qu'on laisse aussi l'espace à l'erreur. Il faut intervenir si l'erreur persiste, mais donner cet espace et, savoir que l'erreur, c'est pas le problème. Le problème, c'est la conséquence de l'erreur. C'est ça que je dis toujours à mes joueurs. J'aime de situations 1 contre 1, j'aime le jeu créatif et je crois que je défendrai toujours ça. Donc, en tant que coach, je crois que notre expérience en tant que joueur, si on était ou pas, et un entraîneur, ça peut nous aider. Importance encore de comprendre l'importance de l'erreur pour notre propre réflexion du joueur. Le joueur peut réfléchir sur son erreur. Importance de la confiance, transmettre cette confiance au joueur et savoir le risque et, et quoi faire après l'erreur. Sachant le principe et l'idée d'entraîneur et d'un entraîneur du club, c'est important, donner ça. Ne pas dire non, tout est anarchique maintenant. Et donc, non, il faut donner le principe et des idées. Ça, c'est des équipes où j'étais dans la région parisienne. On sait alors que le joueur, il dépend de sa qualité technique, tactique, physique, mais il y a un autre aspect, c'est le niveau de perception de la capacité cognitive qui, de temps en temps, on oublie. Et donc, pour moi, le problème, c'est quoi? C'est le problème que je vois souvent, c'est on veut transmettre toute l'information et il y a des joueurs qui attendent ça aussi. Il y a des joueurs qui disent même que, bah, on sait, hein, un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui sait me répondre qui sait me donner toutes les réponses. Moi, de temps en temps, je fais exprès de même pas donner la réponse parce que je crois que c'est important le procès. Donc, le problème, c'est que sur mon point de vue, de temps en temps, on essaie de donner la réponse avec nos principes, ce principe, en expliquant le produit de procès, et on oublie cette partie de perception de capacité cognitive. Donc, par exemple, on prend un exercice qu'il a beaucoup, et j'ai beaucoup, et, mais surtout, je pense à mon équipe et de quelle manière je vais adapter un exercice. Donc, il y a des exercices formatés qui sont non adaptés à la spécificité de l'équipe, qui ont copié d'autres équipes, mais est-ce que vraiment cet exercice, il va être utile pour cette semaine, pour moi joueur, pour jouer contre cette équipe? Euh, donc, il faut penser à tout ça. Donc, je peux donner l'objectif à un joueur et pas donner le procès, je peux, ou je peux donner le procès aussi. Euh, c'est important aussi la fréquence et la qualité d'information qu'on donne. C'est pas parce qu'on donne beaucoup d'informations que ça sert à bien. Et encore l'erreur. Le défi pour moi, c'est en ce moment développer notre capacité d'analyse de la part du joueur. C'est la capacité d'analyse de la part du joueur pour que lui, puisse s'adapter à la compétition. Et la création d'exercices adaptés aux besoins de l'athlète et qui peut être de façon analytique ou dynamique, ça dépend de ce qu'on veut. Donc, pour la première question que je vous avais fait, est-ce que je veux donner une réponse? Non. Est-ce que je veux avoir des réponses? Oui. Est-ce que je dois assumer une réponse? Oui et non, et ça dépend. Donc, ça dépend pourquoi? Parce qu'il a le procès et le produit, et dans le procès, on peut dire oui, on peut assumer une réponse, on peut dire non, on va pas, on n'a pas de réponse pour ça. Ça veut dire que on laisse au joueur, à ses perceptions, à sa prise de décision, trouver la solution pour cette but qu'on a, qu'on a déterminé pour cette situation. On peut aussi définir, et on doit définir, on doit dire le principe, et ce principe, qu'est-ce qu'on doit respecter, mais, comme je dis, il y a une partie qu'on ne peut pas. On ne peut pas dire voilà, 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 et après il me demande mais pourquoi? Je dis parce que oui, on ne peut pas faire ça. Il faut, il faut, il faut, il faut expliquer si on a besoin d'expliquer, parce qu'il y a un moment qu'il faut expliquer. Mais sur mon point de vue, il faut laisser aussi le temps pour que le joueur explore la situation. Et au niveau de produits, oui, montrer le but, pourquoi on fait l'exercice. On peut aller dans une autre dimension et dire non, on ne donne pas la réponse, mais je crois qu'on n'a pas arrivé encore là. Donc, encore, et on ne peut pas oublier non plus, est-ce que nos joueurs ils sont proactifs? Est-ce qu'ils veulent des réponses précises et linéaires? Ça veut dire, comme j'ai parlé avant, il y a des joueurs qui aiment ça, qui aiment être directionnés dans un chemin. Il y a des autres qui n'aiment pas.
Il y a des autres qui veulent même pas comprendre le principe, ce principe du jeu. Donc, ils m'obligent à sortir de ma zone de confort parce qu'ils perdent de temps en temps un peu de temps à essayer d'expliquer tout ça. Quoique, je vous montre ici encore les 4 équipes où j'ai été, et juste pour vous dire, parce que les niveaux ils étaient un peu différents, mais la façon de travailler, c'est la même. Donc, j'ai un modèle, une idée de jeu, j'ai des principes que je détermine avec des sous-principes. Et à partir de ça, je vais définir mon microcycle, ma semaine de travail et chaque séance d'entraînement. C'est quoi le principe sous-principe? Parce que ça, c'est toujours, on parle, mais après, il y a différentes façons de dire les choses. Pour moi, le principe, c'est quoi? C'est juste le principe général. C'est organisation défensive et offensive. Est-ce que le joueur, au niveau défensif, il fait de contention? Est-ce qu'il a un équilibre, une concentration défensive? Est-ce qu'il a une couverture? Offensivement, est-ce qu'il a de mobilité? Est-ce qu'il a de l'espace? Donc tout ça. Et après, le sous-principe qui peut un peu changer, dépendant de l'équipe qu'on a le week-end, ça peut être au niveau des aspects biomécaniques, au niveau d'amplitude de mouvement, par exemple, un joueur qui n'a pas une position base défensive correcte, il faut la travailler, faut aussi travailler tout ça. Aussi des autres concepts techniques qui te passent, réception, est-ce que le joueur il fait le bloc, est-ce qu'il temporise, des petites choses, des choses qui ont pu adapter sûrement plus à l'adversaire. Les principes généraux sont là et on peut pas le changer. Donc, quand Rafa il m'a demandé il m'a invité et avec tout le plaisir. Euh, je pensais qu'est-ce que je fais pendant l'entraînement au niveau pour développer cette précision concernant ça. Je commençais en 5 minutes, je trouvais beaucoup de choses. Déjà, la symbiose entre le staff et le coach est idéale. C'est extrêmement important. Donner l'autonomie et la créativité aux joueurs. Combien de nombre d'exercices on fait par séance? Parce que si on fait 10, mais en fait, les joueurs, ils n'ont même pas compris. Ils ont pris 5 minutes pour comprendre l'exercice et l'exercice, il avait 6 minutes. Combien de nouveaux exercices par semaine on a? Parce qu'avoir beaucoup d'exercices nouveaux exercices par semaine, de nouveaux exercices, c'est bien. Mais quel est l'objectif en fait? Qu'est-ce qu'on a à la fin? Donc, de temps en temps, j'essaye bien sûr de pas donner des choses différentes, mais surtout mon but, c'est arriver au but d'objectif de la session pour cette semaine. Aussi, la fréquence et qualité de feedback qu'on donne, si on fait individuel ou pas, différencier. Si exercices sont analytiques ou dynamiques, s'ils sont simples ou complexes, si on regarde les aspects biomécaniques, s'il y a une utilisation maximale du temps d'entraînement, utile d'entraînement, si on transmet le principe et son principe de jeu, si là, pendant l'entraînement, on note l'intensité d'exécution et si la séance est adaptée au match ou pas. Et ça, ce sont des choses que je suis obligé d'avoir dans mon planning pour développer aussi cette prise de décision. Je dis plusieurs fois, tous les ans, je dis ça à mes joueurs. Le futsal n'est pas un dictateur, mais une démocratie non plus. Donc, il faut écouter les joueurs, bien sûr. Il faut développer cet aspect de créativité, de prise de décision, mais il y a des choses qu'on peut pas euh, aller, on ne peut pas aller plus loin. Et ça, sûrement, c'est à voir avec le principe de jeu qu'on a. Qu'est-ce que, j'espère, dans le temps, on va bientôt entrer juste dans certains, je vais vous donner certains exemples au niveau de la semaine, mais juste, on sait que le jeu de futsal, il a 4 dimensions dans le jeu et dans notre semaine, dans le développement du joueur. Il y a l'aspect tactique, technique, psychologique et physique. On va se concentrer maintenant sur l'aspect physique et comment je développe cette prise de décision
d'une façon connectée à cette dimension physique. Il y a aussi, vous savez, aussi bien que il a de, il a la question, ah, c'est quoi la partie plus importante pour toi? On nous pose cette question plusieurs fois. Hem, Bien sûr, toutes les choses sont importantes, mais je vous dis, il y a une chose pour moi qui est un petit peu plus importante que les autres, c'est le psychologique, c'est pas le physique, ni la tactique, ni la technique, même si on ne peut pas avoir de très bons résultats au niveau si un d'entre eux est pas bien travaillé. Mais surtout le psychologique qui va conditionner tous les autres d'une façon plus significative, de mon point de vue. Hem, Pourquoi? Déjà, psychologique vient juste pour parler juste vite fait de ça. Ça dépend de la culture sportive et de l'expérience du joueur. Et ça a à voir avec la détermination, concentration, ambition, respect, attitude du joueur. Parce que s'il n'est pas là, bah, il peut être très bien préparé physiquement. Il peut être un bon joueur techniquement et savoir où se déplacer. Mais par contre, si le mental n'est pas là, je trouve que on va pas avoir le même résultat sûrement. Et voilà, donc moi, je vais me concentrer sur cette partie physique. De quelle façon peut-on développer la prise de décision de la componente physique de l'entraînement? Et la réponse pour moi, c'est simple. C'est de la même façon qu'on peut travailler tous les autres composants d'entraînement. Donc, la psychologique, ça ne se travaille pas seulement connecté avec l'aspect tactique. Euh, Ils sont tous connectés. Je vous montre un peu au niveau physique comment je vois les choses et comment je vois ma semaine chaque fois. Euh, donc, sachant qu'il a 4 entraînements, si j'ai 4 entraînements, je force un petit peu plus au niveau de densité de la charge le mardi et je donne lundi et jeudi un peu, c'est un peu moins réduit, mais la composante physique prioritaire, ils vont être différents, bien évidemment. C'est comment je travaille, c'est j'aime d'utiliser la perception subjective d'effort jusqu'à première semaine de la saison, surtout pour savoir quel est le niveau d'adaptation et de charge que le joueur sent jusqu'à ce moment-là. Et donc, le lundi, par exemple, je donne une échelle de 1 à 10. J'espère arriver à ce numéro-là. Après, je demande au joueur à chaque fin de séance. Euh, mais après, ça dépend. Euh, Ça dépend de chaque joueur. Après, on peut dire, OK, Hugo, mais on n'a pas on arrive là et après, tu as toujours la même charge. Non, j'ai pas la même charge. Je peux changer chaque semaine au niveau densité d'entraînement. Il a toujours, il n'a pas de monotonie. Et ça, je peux dire, ça dépend aussi de l'adversaire qu'on a pendant la semaine. Il a une préparation physique générale jusqu'au premier match, comme je vous avais dit. Il n'a pas de pic de performance pendant la saison s'il n'a pas de playoff, parce qu'il a match tout le week-end. Donc, le but, c'est arriver à premier match et avoir un bon niveau physique et, et continuer avec ce niveau physique et développer ce niveau physique, mais sachant que il n'a pas de pic performance pendant la saison. Il a 2 parties de saison pour moi. Il a jusqu'à trêve infernale et trêve été. Et après, je donne aussi quelques temps pour récupération psychologique pendant ces temps-là. Parce que c'est important pour exiger mentalement aux joueurs. Euh, Encore, après, ça dépend aussi de la structure du club. Au début, on avait deux préparateurs physiques cette année. Mais bon, les choses ne sont pas très bien passées. Et moi, je m'adapte et je compte surtout sur moi, sur le planning. Et donc, je prépare tout ça intégré. Tout est intégré. Donc, on commence par lundi. Par exemple, le lundi, mon but, c'est sûrement travailler la capacité aérobie. Ça ne veut pas dire qu'il a la flexibilité, la propulsion. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas un circuit propulsion dans un autre jour. Mais ça, c'est le principe, c'est la base. Je vais vous donner quelques exercices simples euh, connectés à la prise de décision du joueur. Par exemple, un exercice simple de possession de ballon avec 2 appuis.
Et ici, le joueur, on peut même faire ça, cet exercice, pendant l'échauffement au pas. Peut être de longue durée si on veut travailler la capacité aérobie un peu. Hem et même là, on peut travailler, sûrement, des aspects, mental. Comment je le joueur, il va décider quand est-ce qu'il va anticiper pour gagner la balle, quand est-ce qu'il va faire appel contre appel pour recevoir la balle. Il va comprendre l'espace et le temps qu'il va avoir disponible. Il va travailler sa vision périphérique. Il va comprendre la réalisation positionnelle de tous les joueurs, sur le terrain. Et donc, pas besoin d'arrêter l'entraînement pour l'expliquer tout ça. Ce sont eux qui vont trouver, tout ça. Hem et donc c'est juste un jeu de changement des appuis et continuation de mouvement. Par exemple, lundi aussi, on peut faire, cet exercice avec 2 ballons, un ballon pour l'attaquant, un ballon pour le défenseur. Ballon qui entre, le défenseur qui a la balle, dans la main, il ne peut pas défendre le joueur qui a la balle, donc il faut changer la balle chaque fois. Donc dès qu'il y a un passe, il faut libérer la balle, faire un passe dans la main pour son joueur, l'équipe attaquant bien sûr qui joue avec le ballon au sol. Hem et ici, aussi le joueur, il a toujours cette, synchronisation des synchronisation d'attaquant-défenseur. Il faut trouver cette déséquilibre. L'attaquant, il cherche toujours cette déséquilibre. Hem, le défenseur, il a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il fait pour maintenir cet équilibre, une concentration défensive. Qu'est-ce que les joueurs vont faire quand il y a un joueur libre avec le ballon devant le gardien? Qu'est-ce que les joueurs vont faire, et quand est-ce que les joueurs vont donner le ballon, dans la main à ses coéquipiers? Et tout ça, ce sont des choses au niveau de décision que les joueurs sont obligés de réfléchir et on n'est pas obligé d'intervenir, tout le temps. Donc pardon. Donc mardi, par exemple, on travaille plus, de façon explosive, on travaille plus, on veut dans le contexte du développement de la force avec la vitesse, un peu plus de charge, parce qu'il y a un peu plus de temps de récupération jusqu'à samedi, donc on charge un peu à ce moment-là. Comment on travaille, on peut intégrer tout ça? Par exemple, d'une façon ici, j'essaie de travailler le minimum possible d'une façon analytique. Mais d'intégrer certaines choses, par exemple au niveau de force, c'est important parce que c'est un travail extra, complémentaire et qu'on doit faire de temps en temps à côté. Mais on peut intégrer dans l'exercice. Donc on peut faire par exemple 4 squats, 4 sauts verticaux et sortie en vitesse pour récupérer ce ballon et après une situation 2 contre 1. Donc on intègre ici la question physique d'une façon analytique bien sûr, mais elle est toujours là. Et la prise de décision, c'est déjà parti à ce moment-là. Est-ce que l'attaquant, il comprend où est le défenseur à ce moment, même avant d'avoir le ballon? Quand est-ce qu'il va faire le passe après? Dans cette situation 2 contre 1. Donc il a besoin d'analyser l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire fait? Analyser le contexte. Et on finit avec un deuxième ballon qui sort et un joueur numéro 3 qui a fait la passe, il commence l'exercice aussi en même temps. Et donc tout ça, c'est dynamique, on n'arrête pas. Et le joueur, il change de position chaque fois. L'attaquant, il passe au défenseur. Le premier attaquant, il passe à deuxième attaquant et après on change comme ça. La durée ici, par exemple, on peut faire au niveau de deux séries de 4 chaque côté, 4 répétitions et on travaille d'une façon, on donne des aspects, on travaille la prise de décision dans une situation de 2 contre 1 et 1 contre 0, contre le gardien. Et, on travaille aussi l'aspect physique. Par exemple, cet exercice, on peut faire quelque chose au niveau physique. Par exemple, on revient de, de burpees, de squats, de quelque chose qui peut travailler plus au niveau de force explosive. Donc, et je parle bien sûr de la partie inférieure du corps, surtout. Euh, et commencer le mouvement après, laisser le ballon faire le passe au milieu, ou pas au milieu, juste plus un côté que l'autre. Et les deux équipes partent en même temps euh, pour récupérer la balle. Ici, tous les joueurs, ils doivent penser
il va prendre une décision. Est-ce qu'on va attaquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un de mon équipe qui attaque la balle, qui va arriver à balle avant un joueur de notre équipe? Et donc, comment on devait positionner? Si on gagne la balle, on attaque. Si on ne gagne pas la balle, on défend. Donc, à ce moment, il faut prendre une décision. Il faut analyser vite la situation et déjà, il a une prise de décision à faire. Après, il a toujours, est-ce qu'on joue, si on gagne la balle, est-ce qu'on joue plus d'une façon verticale, horizontale? Est-ce qu'on cherche l'espace avant? Est-ce qu'on donne plus ou moins de couverture? Et tout ça, encore une fois, cette synchronisation défensive, est-ce qu'elle n'existe pas? N'existe pas. Donc, mercredi, en plus sur l'aspect aérobie, anaérobie, ça veut dire des efforts mixtes, un peu plus de situations de jeu, sûrement. Par exemple, j'ai déjà fait, et j'aime bien ça, cet exercice. Pour faire ça dépend du numéro de joueurs qu'on a en fait, mais d'une façon globale, pour faire 5 séries de 3 minutes dans chaque situation. C'est un exercice 3 contre 3 au milieu, avec un 3 contre 2 après 3 passes. Si les joueurs qui sont au milieu ils font 3 passes entre eux, ils peuvent attaquer 3 contre 2. Ici, encore une fois, quand le joueur il fait 3 passes, il faut décider vite. Il faut savoir qu'il a la troisième passe et que la réception peut être orientée déjà vers l'avant. Et tout ça, on laisse le temps aux joueurs de réfléchir et de passer par l'expérience. Est-ce qu'il a des couvertures aussi qu'on fait cette situation de 3 contre 2? Est-ce qu'il a une couverture offensive? Est-ce qu'il a un joueur qui reste derrière? Est-ce qu'il va au deuxième poteau ou pas? Et ça vient aussi, notre principe, si on sait le principe et le sous-principe, ça facilite. Comme ça, on laissant toujours cette partie cognitive aux joueurs et des décisions. Donc, il donne 3 passes, il fait 3 passes. Je ne bouge pas les défenseurs ici, juste pour une question d'être plus facile. Donc, ils ont fait 3 passes, ils avancent direct, ils attaquent 3 contre 2. Ils vont finaliser avec une 3 contre 2. Si le gardien prend la balle dans la main, il va passer le ballon vite fait aux 3 joueurs qui sont au milieu. Ça veut dire que les joueurs qui ont attaqué, ils sont obligés de faire un tour défensif vite. Donc, on travaille ici encore une fois d'une façon plus explosive parce qu'ils sont obligés de faire un retour vite pour éliminer les 3 passes de 3 joueurs de l'équipe adverse. Donc, c'est toujours 3 minutes sans arrêt avec beaucoup de mouvements. Encore, mercredi, on peut faire ça, par exemple, 2 fois 8 minutes. On travaille ici d'une façon proche du jeu, avec des appuis, 4 contre 4. Si un joueur sort du terrain avec le ballon, ça veut dire que le joueur de son équipe qui est de ce côté-là, proche du but, il peut entrer sur le terrain avec le ballon. Et ce joueur qui est sorti, il va occuper la position dans ce cas, de numéro 6 qui va entrer. Donc l'équipe adverse, elle est obligée d'être concentrée, s'adapter, de prendre une décision vite, de compensation, de savoir comment on fait maintenant, parce qu'il faut compenser, il y a un joueur en plus qui sort de l'autre côté, il faut se rééquilibrer défensivement et se concentrer défensivement. Donc il faut toujours décider ça. Jeudi, par exemple, on travaille plus d'une façon, on travaille plus la vitesse, d'une façon, des efforts courts, dans la réaction, coordination liée à vitesse, donc agilité. Et donc, bien sûr que la densité est un peu moins, même si l'effort, il est fort, parce qu'il faut être, pour moi, il faut que l'entraînement soit intense. Par exemple, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que le point vert, ils sont de plot, de marque au sol. Donc, l'entraîneur qui a le ballon côté, il peut initier le mouvement. Ça, c'est un exercice réalisé. Le début de l'exercice, c'est seulement un côté
du terrain. Par exemple, le côté droit, là, comme on voit, il est divisé par deux au milieu, à le début du mouvement. Et après, dès que l'entraîneur il donne il met ici le mouvement, tous les joueurs vont commencer le mouvement. Tous les 5 joueurs qui n'ont pas ballon sont obligés de toucher. Je vais recommencer toucher son plot devant. Dans ces cas, l'équipe noire, ils sont obligés à toucher le plot qui est derrière. Donc, ils sont obligés de faire en course derrière et partir en avance. Et là, il a des principes encore qu'il faut savoir parce que, par exemple, le numéro 4, il va sûrement, comment Chris a parlé sur la règle d'action, il va sûrement ouvrir sur sa trajectoire dans le côté gauche pour qu'il y ait cette problème à la défense qui va défendre avec deux joueurs et qui ont besoin d'avoir de l'espace au niveau offensif. Donc, le numéro 4 va attaquer contre le gardien opposé. Il y a un ballon qui va sortir de l'entraîneur pour le numéro 2, 3 ou 4 de l'équipe noire. Et on ne sait pas on peut changer le passe, donc on peut varier. Donc les joueurs, ils ne savent pas à qui le ballon va être donné. Donc ici, 4 commence, tous les 5 joueurs, ils touchent le plot, ils partent, et le ballon sort d'entraîneur à ce moment pour le numéro 2, 3, 4, pour attaquer 3 contre 2, sachant que le numéro 4 de l'équipe jeune va faire la transition après, va revenir pour essayer d'aider l'équipe à défendre. Et là, par exemple, on parle de situation de crise, une situation 3 contre 2. Est-ce qu'on donne le pied fort au pied faible? Je reviens sur ça parce que ballon, elle est où déjà? Elle va entrer où? 2, 3, 4. Quel est le joueur défensif de 3 ou 2 qui est un peu plus devant? Quel est son positionnement? Est-ce qu'il a un impact dans notre façon de défendre? Est-ce que le ballon entre le numéro 3 et il est gaucher ou droitier? Est-ce que parce qu'il est gaucher, je vais fermer plus un côté ou l'autre? Là, c'est un peu, ça dépend un peu de chaque situation. Il faut analyser aussi chaque situation. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important d'analyser l'adversaire aussi. Finalement, pardon, par exemple aussi, on peut faire ça 2 fois 4 répétitions pour chaque équipe au niveau, pour chaque équipe en tant d'attaquant. Donc après, on peut changer. Ça dépend du numéro du joueur. Ça, c'était juste quelque chose que j'ai préparé pour vous montrer cette situation. Et donc, situation 1 contre 1, par exemple, situation simple d'attaque 1 contre 1 plus gardien. Et ici, par exemple, j'explique l'exercice et je laisse faire. Je laisse faire. Et si l'erreur, si je vois que l'erreur, il est là, j'arrête quelques temps après et je fais des questions aux joueurs pour savoir s'ils vont découvrir aussi quelle est l'erreur. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est pas donner directement la solution, c'est chercher la cause. C'est ça que j'essaye de faire tout le temps. Pas tout le temps, c'est pas tout le temps possible, mais j'essaye de faire, d'avoir cette façon pour transmettre les informations. Donc ici, là, donc, le numéro 2, il attaque le numéro 2 de l'autre côté. Et ici, on voit que le numéro 2 jeune, il est venu, il est revenu derrière encore. Si on regarde bien le mouvement du numéro 2 jeune, il vient et après il revient derrière. Et ça, pour moi, c'est important parce que c'est cette situation de contention et de revenir derrière. On ne peut pas attendre d'un 6 mètres que le joueur qui attaque vienne et qu'après je vais défendre. Si je viens défendre et j'attends 6 mètres, ça veut dire que mon positionnement, il n'est pas actif. Je ne suis pas actif. Donc, il faut, s'il a un contre 1 par le numéro 2 qui a le ballon, par le porteur de ballon, s'il a un contre 1 ici, il faut que moi, j'ai la capacité de encore tourner mon corps, orienter mon corps. Déjà, quand je suis dans cette position, j'oriente l'attaquant dans un côté ou l'autre. Aussi, il faut savoir son pied fort sûrement. Mais il faut savoir ça pour pouvoir descendre un peu. Et s'il essaie d'un contre un, là, peut-être, je vais essayer aussi d'arriver. Si je suis dans une position statique, sûrement que je vais avoir des difficultés
pour, pour récupérer le ballon s'il passe sur moi, parce que je vais être en retard et je ne vais pas avoir de réaction pour arriver après. Donc ici, quand est-ce que le joueur doit prendre le ballon? Bah, je ne sais pas exactement quel est le moment, mais il faut que je crée des conditions pour qu'il prenne le ballon dans les meilleures conditions possibles. Et, et ça, c'est au moins l'expliquer qu'il faut avancer pour revenir derrière après et avoir ce type de sous-principe de position de genou, position des épaules, orientation corporelle, position de tout le corps pour orienter le joueur attaquant vers un côté. Donc, moi, je vois les choses comme ça. Juste pour vous dire, je ne sais pas si j'ai le temps encore. Pour moi, c'est juste et c'est extrêmement important, plus qu'avoir prendre un exercice et l'appliquer dans la semaine. C'est déjà savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce que je développe dans mon joueur avec ce type d'exercice. Il faut aussi les écouter, il faut aussi observer les exercices. Déjà, il y a des perceptions qu'on n'a pas et que les joueurs ils ont pendant la situation, pendant l'action. Et donc, il faut vraiment écouter. Et ça ne va pas dire que nous, on peut avoir un avis et le joueur, il vient et dit, mais Hugo, il a ça. Je dis, écoute, je prends peut-être quelques temps à réfléchir. Après, bien sûr, il a une décision à prendre et c'est moi qui dois la prendre. Mais c'est bien d'écouter aussi, s'adapter et voir comment le joueur voit aussi les choses pour s'adapter. Donc, j'ai fini avec ça, juste cette phrase de la connaissance est vivante par une organique, car elle grandit de la sagesse, de la pratique. Ça veut dire quoi? Juste, je vais finaliser avec ce message de moi, ma façon de travailler, c'est j'ai beaucoup d'exercices dans mon ordinateur, sûrement, mais c'est adapter le mieux possible, choisir le mieux possible pour mon équipe pour cette semaine, adapter aux adversaires, sachant que la prise de décision sur le terrain, c'est aux joueurs. Il faut toujours préparer l'exercice, sachant que le joueur il va décider, donc il faut préparer cette décision. Si la situation est typique ou pas, comme on a vu avant, de nos trois types de réponses, c'est mieux. Donc si le joueur a passé par des situations similaires, ça va les aider à prendre des décisions plus rapides et parce que le temps de décision il va être réduit pendant le match. Je ne sais pas, Alberto, si je suis bien dans le temps. C'est bien à l'heure. D'accord, j'ai deux questions OK. sur moi. Euh, Peut-être il aura plus ou moins. Ben, c'est la première. On dit, tu as parlé des principes et sous-principes de ton modèle de jeu. Est-ce que tu as Mhm. nombreux et s'ils sont toujours les mêmes, n'importe quelle équipe que tu entraînes? Les principes sont toujours les mêmes. Normalement, c'est toujours le même, oui. Après, les sous-principes, ils ne sont pas toujours les mêmes. Attention, ils sont les mêmes. J'ai dit, les équipes qui jouent plus 4-0 et 3-1. Donc, au niveau d'organisation défensive et défensive, ça va changer sûrement. Donc, on peut dire aussi dans ces cas que non, bien sûr que non. Bah, je ne travaille pas de la même façon quand j'étais au Sporting, c'est pas la même façon que j'étais au KB. Et donc, tous ces principes, il y a des principes qui peuvent être similaires, mais il y a des autres, il y a des petites différences. Comment on fait, comment notre type de défense et d'attaque, ça va être sûrement différent. Euh, donc, oui, ça va pas être le même, sûrement. Ça D'accord, dépend aussi, bien sûr, la capacité, de la qualité, des caractéristiques du joueur de chaque équipe. nickel. Et la deuxième question est où est-ce que tu laisses les plus de liberté aux joueurs et comment tu sais si la prise de décision il est correcte et si ça dépend de l'efficacité ou ça dépend de quoi? Comme j'ai dit, il faut laisser l'espace à l'erreur, il faut savoir ça. Euh, quand je vois que les joueurs, au niveau des principes et l'idée du jeu et de ce principe, il fait l'erreur souvent, là, j'interviens. Je ne laisse pas l'erreur continuer. Euh,
mais je laisse toujours un temps j'essaie de laisser le maximum possible le temps pour que le joueur peut explorer et peut par lui-même trouver des solutions pour, les exercices. Ok. Et il y a une troisième question. Et les policiers, les suivants, je les ferai à la fin avec Luis. D'accord? Donc, as-tu observé beaucoup d'évolution dans la prise d'information des joueurs, dans la prise de décision, je pense, des joueurs que tu as pu entraîner, surtout chez les joueurs adultes, notamment dans les clubs où les joueurs étaient arrivés à niveau physique? Yeah, Susan. Oui, Comment? oui, oui. Il y a un qui s'est mis là. Ça se passe près, voilà. Donc, as-tu observé beaucoup d'évolution dans la prise de décision des joueurs que tu as pu entraîner et surtout chez les joueurs adultes, notamment dans les clubs où les joueurs étaient moins arrivés à niveau futsal? J'ai les deux situations. Après, ça peut être un peu frustrant quand tu prépares les choses et tu vois pas les résultats. Mais ça arrive les deux, hein. Après, ça arrive les deux. J'ai déjà je vois qu'il y a des joueurs qui comprennent que prendre des décisions correctes plus souvent. Et dans un match après, pourquoi ils vont prendre cette décision? C'est dans un match qu'on voit, c'est en fait, s'il a compris vraiment le concept et l'idée. Mais il y a des joueurs sûrement qui prennent beaucoup plus de D'accord. temps à comprendre tout ça.